Alors c'est un vaste sujet. Comment protéger le sport de toutes les dérives auxquelles il est confronté? Et je reviens sur les fameuses recommandations, les 28 recommandations que propose ce rapport, dont Virgile Caillet a dit tellement de bien, même s'il nous a dit qu'il y avait 2-3 choses où il n'était pas d'accord, on en parlera dans quelques instants. Je lis limiter la masse salariale des clubs. Oui. Vaste sujet. Vaste sujet, oui, mais sujet, je veux dire, qui est tout à fait audible lorsqu'on est chef d'entreprise. C'est-à-dire que là, on a regardé du côté des recettes, c'est-à-dire de tout ce qui ne rentrait pas pendant cette crise sanitaire et aussi suite à la crise Mediapro, puisqu'il y avait beaucoup moins de... Je veux dire, le contrat audiovisuel a été divisé quasiment par deux, on va dire. Il faut regarder, quand on gère un compte d'exploitation également, du côté des charges. Et il est très clair qu'aujourd'hui, le constat que j'ai pu faire et qu'on peut tous faire collectivement, c'est que cette croissance ces 20 dernières années des droits premium, c'est-à-dire des droits audiovisuels, de la monétisation des droits audiovisuels, elle a surtout servi, et on a vu dans le même temps, une inflation et des salaires et des indemnités de transfert. Donc à un moment donné, il faut peut-être se dire et se poser des questions sur l'employabilité de ces fonds. À quoi servent-ils? Est-ce qu'elle sert effectivement, et je pense que c'est une des considérations, à attirer des talents? C'est-à-dire, on peut imaginer qu'effectivement, avec des salaires plus importants, et c'est grâce à cette manne financière que peut-être des grands talents s'intéressent plus à notre championnat plutôt que le fait de jouer en France. Mais aussi, on peut se poser la question sur le fait de l'équilibre ou du déséquilibre que je dirais qu'entraîne, je dirais, uniquement une attractivité et un modèle basé sur j'ai besoin donc absolument des meilleurs joueurs, c'est-à-dire des plus gros salaires, pour pouvoir faire vivre économiquement mon club. Et c'est là où je rejoins sur cette notion qui est importante pour moi et pour le sport en général. Les clubs sportifs professionnels sont des aménageurs de vie territoriale sur nos territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que l'esprit de ce rapport-là, il est de repenser le modèle économique, mais par le plus petit élément qui nous lie, c'est-à-dire notre territoire. Alors, moi j'aimerais quand même entendre Virgile Caillet là-dessus, parce que votre discours a une cohérence totale, mais moi je vous mets tous les présidents de clubs face à vous, là il n'y en a pas un qui tient ce discours, il n'y en a pas un qui est capable de l'écouter, pardon. Mais lorsqu'il y a une manne financière qui rentre et lorsqu'actuellement on a une discussion pour une société professionnelle, commerciale qui va aller chercher de l'argent, vous ne trouverez pas un président de club qui, ou peut-être pour faire joli, mais va vous raconter qu'il ne va pas mettre l'argent dans les transferts pour renforcer son équipe, puisque le football est devenu un sport de milliardaires, et que lorsqu'on n'est pas milliardaire, j'ai lu ça de la part d'un président de Saint-Etienne, on est un clown aujourd'hui dans le football français. Donc, Virgile, c'est bien beau ce que j'entends là. Non, mais alors, c'est une mesure pleine de bon sens. Ah oui, ça, je suis d'accord. Effectivement, si on a du mal à augmenter les revenus, il faut baisser les charges. Ah, voilà, ça, c'est du bon sens. Sauf que, et c'est là où parfois j'ai un peu de divergence de vue sur les propositions, on est sur un marché qui n'est pas français, c'est un marché mondial. Et donc, comment réguler uniquement la France qui va s'inscrire et se retrouver encore plus en déficit de compétitivité, parce que là, pour le coup, il faut être honnête, Cédric parlait d'exemption. En France, pour le coup, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est le club de Lille, les charges sociales du club de Lille représentent l'ensemble des charges sociales de tous les clubs de Liga espagnole. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de déficit de compétitivité. Donc si en plus on régule et on met un salary cap pour les clubs français, ça ne fonctionne plus dans un marché européen et mondial. Donc là, il y a un vrai sujet. En revanche, flécher les revenus, leur donner un poids maximum par un budget, obliger les clubs à augmenter leurs revenus pour augmenter les salaires, est probablement une régulation européenne. Mais ça ne passera que par une régulation européenne. Et c'est ça un petit peu les limites de certaines propositions, c'est qu'elles ne seront pertinentes que si on arrive à embarquer l'ensemble des pays européens. Alors ça, c'est plutôt des recommandations qu'on fait dans un cadre européen. D'ailleurs, il y a des discussions en ce moment, notamment entre les grands clubs, ce qu'on appelle l'ECA, l'association des grands clubs, sur ces questions de fair play financier, donc d'encadrement un petit peu des dépenses et des recettes. J'ai failli sourire quand vous avez dit fair play financier. Oui. Parce que quand je regarde l'actualité de ces derniers mois, bien évidemment, on parle de fair play financier, et on voit que j'ai envie de rire, et même vrai pas que de sourire. Les visions entre grands clubs, on l'a vu au Bayern Munich par rapport au PSG, c'est pas tout à fait la même conception. Mais l'encadrement de la masse salariale, aujourd'hui quand même, beaucoup y viennent.
beaucoup y viennent. Beaucoup pensent que c'est comme ça qu'on sera moins télédépendant. Le problème du football français, c'est qu'on est télédépendant pour la majorité des clubs en moyenne entre 40 et 50%. Ce n'est pas le cas au rugby. Au rugby, c'est plutôt entre 20 et 30%. Et à part quelques grands clubs comme le PSG, comme Lyon, comme Monaco ou Marseille, qui ont d'autres ressources et un modèle un petit peu différent, donc beaucoup moins télédépendant, il faut changer de modèle. Donc oui, il y a des règles européennes, notamment sur la masse salariale, mais il y a aussi des règles qu'on peut proposer au niveau national. On pense notamment avec Cédric, puisqu'on voulait valoriser la formation à la française, comment aujourd'hui on peut avoir un premier contrat professionnel des jeunes joueurs formés au club qui passent de 3 à 5 ans. C'est dans la loi, donc j'espère que ça va le rester jusqu'à son adoption définitive dans quelques semaines. Le nombre de joueurs sous contrat professionnel, il y en a 39 à Saint-Étienne. Bon, est-ce qu'on ne peut pas être plutôt à 25 ? Je crois que tout le monde, là aussi, doit faire des efforts. Tout le monde en est conscient. De la Loire, c'est pour ça que vous avez dit Saint-Étienne. Vous n'avez pas cité Nice et j'ai vu que... Cédric Roussel était un peu grognon quand vous avez parlé des grands clubs qui ont beaucoup de moyens. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est parce que d'ici quelques mois, je pense qu'on parlera tous de Nice. Mais non, mais tout ça pour dire que je veux juste dire quelque chose à Virgile, et de manière très sympathique. Ce rapport-là, il se veut être un modèle d'ensemble. C'est pas je prends cette mesure, l'autre ne m'intéresse pas. Donc, pour revenir sur ce sujet d'encadrement salarial collectif, c'est un soft cap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pratiqué en Espagne, qui est en réflexion pour être allé donc se déplacer en Italie, qui est en forte réflexion en Italie, parce qu'il y a un principe de réalité économique. Mais j'ai envie de dire qu'il faut l'associer aussi à autre chose, le luxury cap. Moi, je dirais, j'associe le soft cap au luxury cap. Précisez. Luxury tax, c'est-à-dire qu'on laisse la liberté à des clubs qui le souhaitent d'aller au-delà de cette contrainte-là. Mais en cela, ils payent une pénalité financière. D'accord. Et ce que je propose d'ailleurs, c'est que cette pénalité financière tombe directement dans les caisses de la Ligue, c'est-à-dire qu'elle soit répartie entre les autres clubs. Pourquoi ? Parce que le point de départ de tout ça, c'est quand même une audition qui est importante, c'est le monde du rugby. Il y a un encadrement salarial. Et qu'est-ce qui se passe ? On a entendu donc des personnes auditionnées qui nous disaient, toutes de manière assez unanime, que ça participait aussi à plus d'équité sportive, c'est-à-dire aussi, in fine, à plus d'attractivité du championnat. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas une mesure, c'est cet ensemble de mesures, notamment avec ce qu'a dit Régis, l'encadrement de l'effectif aussi, qui participe à l'encadrement des charges, j'ai envie de dire. Donc, c'est cette combinaison qui est importante aussi. Donc, c'est en ça où je trouve que c'est assez intéressant parce que je crois que c'est pour ça que peut-être chaque acteur s'y retrouve. Mais après, maintenant, c'est faire cette écriture collective et coucher sur le papier. Donc, moi, j'aime bien cette luxury cap là, qui ruisselle sur les autres clubs. C'est réaliste ou pas ? Non, mais c'est réaliste. Et là où Régis et Cédric ont raison, c'est qu'il y a plein de réflexions aujourd'hui en Europe parce qu'ils ont tous été confrontés à cette conjonction droit télé à un moment donné, puisque même la Première Ligue est en recul sur le montant des droits télé, et puis Covid. Donc tout ça a fait interroger la plupart des ligues professionnelles. Donc oui, on avance. Mais avec la luxury cap, etc., on se rapproche pas loin des ligues, des ligues américaines. Voilà, donc ça ne dit pas son nom, mais gentiment on y vient. Est-ce que c'est la solution ? Le danger, c'est quand même d'avoir des gros salaires très très hauts et puis il ne reste plus grand-chose. Mais la notion en fait de redistribution de ceux qui se diraient moi j'ai beaucoup d'argent donc je dépasse ce salary cap, mais cette taxe finalement est redistribuée aux autres pour permettre une meilleure équité. Je voudrais rebondir sur ce que disait Cédric parce que je crois que c'est très important. Mesure par mesure, il y en a qui ne me semblent pas tout à fait réalistes, notamment le fait que ce soit une régulation européenne et pas franco-française. En revanche, je suis d'accord avec le fait que c'est un ensemble de mesures qui doit être appliqué. Et il y en a une qui me plaît bien et qu'il faudrait pousser, c'est le sujet sur le cahier des charges club, la licence club, c'est-à-dire que plus on monte dans les étages et plus on impose un certain nombre de choses aux clubs. Et par ce biais-là, on peut guider les clubs dans leurs investissements. Plutôt que de payer un joueur moyen très cher, je vais peut-être renforcer mes actifs, je vais devenir propriétaire de mon stade, je vais renforcer les marques qui m'appartiennent parce que si demain je dois avoir un investisseur, il faut que j'ai des actifs. Oui. Aujourd'hui, on a un certain nombre de clubs qui ne possèdent rien. Alors j'en reviens toujours à la même chose, c'est que votre raisonnement est d'un bon sens absolu, mais c'est un raisonnement d'entrepreneur, c'est un raisonnement à moyen terme et à long terme. Or,
le mal des clubs aujourd'hui, mais on ne va pas leur reprocher. Ils sont tous ceux qui sont dans le court terme, parce qu'il faut des résultats, parce qu'il ne faut pas descendre en Ligue 2, parce qu'il faut avoir du vernis. Enfin, voilà, il faut exister. C'est ça. Mais alors, je suis bien d'accord, mais il faut justement leur apporter une forme de, j'allais dire, d'éducation. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas les guider. De pédagogie. Ouais, de pédagogie. J'ose espérer, parce que la plupart des présidents, c'est ça qui est assez troublant, mais vous connaissez parfaitement le sujet, sont tous des capitaines d'industrie par ailleurs. Exactement. C'est ça qui est fou. Et ils perdent un peu leur lucidité lorsqu'il s'agit de toucher au football, qui rend irrationnel. Le problème, c'est que ce travail aurait dû être fait depuis de nombreuses années. Bien sûr. Exactement. Et je me souviens même, il y a quelques années, avec Didier Quillot à l'époque, quand il était à la tête de la Ligue, ils avaient déjà lancé des groupes de travail. Ils étaient allés aux États-Unis aussi, aller voir, pour diversifier les ressources des clubs. On a eu l'impression que Mediapro a fonctionné un petit peu comme une forme d'aveuglement, de mirage. On avait plus 60% de droits. Le milliard. Et déjà, tous les présidents de clubs avaient bâti leur budget prévisionnel sur plusieurs années en fonction de cette manne supplémentaire. Il y a le trading aussi qui joue ce rôle aussi inflationniste. Et donc, il y a nécessité, effectivement, que, notamment sur la société commerciale, puisqu'on le propose, mais qu'on propose de flécher là aussi la manne financière de la société commerciale, si elle existe, on verra bien, notamment sur les droits internationaux, sur le désendettement, sur les infrastructures, sur la diversification du modèle alors économique. Alors qu'ils veulent tous flécher sur les joueurs. Sur les centres de formation. Voilà. Et sur les centres de formation, voilà. Mais il ne faudrait pas que la société commerciale soit de nouveau mirage après Mediapro. Exactement. Et que les présidents de club oublient qu'il faut qu'ils travaillent sur la billetterie, sur l'affluence, sur l'expérience match. Il y a des mesures assez faciles finalement. On l'a vu pour ce fameux Luxury Cap dans cet esprit. On l'a vu sur la taxe Buffet. C'est assez facile à mettre en place, par exemple, de faire une dotation, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les sports professionnels, qui va ruisseler notamment vers le sport féminin ou vers le handisport. Est-ce qu'on est assez avancé là-dessus? Il y a des choses qui existent. Là où il faut plutôt se battre, et je souris parce que je sais que c'est un combat des années de Régis, c'est d'arrêter de plafonner des taxes qui sont au départ des taxes de solidarité, qui seraient totalement légitimes pour le sport. Et effectivement, on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement juteuses. Donc, à un moment donné, on fait reverser ça dans la lessiveuse globale du financement des finances publiques. Bon, là, je pense que par honnêteté, par équité vis-à-vis du sport et de la conception de l'origine de ces taxes, on mériterait d'arrêter de plafonner ces taxes. Et ça serait déjà quelque chose d'énorme. Je prends à partie Régis parce que je sais que c'est un expert sur les chiffres là-dessus. Ça serait déjà énorme. Commençons par ça. Parce qu'il y a déjà cette logique. Grâce à ça. Alors, ça a été fait sur la taxe Buffet. Alors malheureusement, peut-être pas forcément au bon moment, puisque le plafond a été mis à 75 millions d'euros, donc à 100% du rendement de la taxe Buffet, sauf que c'est tombé l'année de Mediapro, donc moins 15 millions d'euros de rendement, parce qu'il y avait bien évidemment moins de droits télé à ce moment-là. Et donc il a fallu que le ministère des Sports compense à l'Agence nationale du sport, où Virgile siège par ailleurs, et donc c'est 15 millions d'euros du sport pour tous, du sport amateur, qu'il faut réinjecter quand même. Moi je pense aux paris sportifs. Là, effectivement, il y a une question de relever le plafond, parce que le pari sportif, aujourd'hui, très majoritairement, c'est le football. C'est le football, 70% des mises, c'est le football. Donc on le voit quand même, c'est le football professionnel, là aussi. Et là, il y a une taxe qui existe. Et ça, c'est un marché en très forte croissance chaque année. Et donc là, on sait qu'on peut avoir des rendements supplémentaires pour le sport amateur à l'avenir. Voilà, mais c'est une vraie question.